Je reviens, si vous le voulez bien, à mon petit schéma suivant. Ça n'éclaire pas la masse des citoyens. Ça éclaire la masse des amateurs de vulgarisation scientifique. Et plus les profs de lycée, etc., etc. Si vous voulez éclairer la masse des citoyens, ou en d'autres termes, si on veut le transposer dans une problématique éditoriale, vous savez que j'étais directeur scientifique des éditeurs de presse, si vous voulez maintenir votre tirage, maintenir une place pour l'information générale, dont on a vu qu'elle s'effondrait au profit de l'information spécialisée dans les loisirs, etc., alors il faut admettre que le bon journalisme est le plus proche possible du mauvais. C'est celui qui s'approche le plus possible de la ligne rouge où commence l'exagération, l'inacceptable et l'emphase. En d'autres termes, il faudrait, et c'est non seulement, puisqu'on a toujours cette idée de les intentions sont impures, c'est non seulement une question de tirage, de diffusion et de résultats commerciaux des entreprises de presse qu'une question de citoyenneté, une question de rôle civique. Il faudrait rendre toute information aussi intéressante qu'il est possible, mais pas plus. Après quoi, la question suivante est généralement, d'accord, mais où est la fameuse ligne rouge? Et celle-là, comme vous en doutez, je n'ai pas la réponse. On peut à la rigueur donner des façons de penser les choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit graduer les instruments. On peut se le penser. Voilà un exemple de confrères, de journalistes, qui ont certainement tiré d'une information tout ce qu'elle pouvait donner. Quand on imagine la chaîne de réaction qu'il a fallu pour arriver à obtenir des macromolécules capables de se reproduire, on imagine que tout ce qui a pu éventuellement être découvert, c'est la moitié du quart d'une de ces étapes, d'un de ces milliers d'étapes, quelles qu'elles puissent être. Donc il est certain qu'il y a une petite exagération. Vous noterez au passage le nationalisme qui vous frappera d'autant plus que c'est des Français. Si ça avait été des Canadiens, ça vous aurait peut-être beaucoup moins frappé. Et la beauté des choses, c'est que non seulement ils ont découvert comment faire la vie, notez qu'on le sait tous comment faire la vie, mais peu importe, mais en plus, on peut faire du fric avec ça. Ça, c'est une façon magistrale de tirer d'une information tout ce qu'elle peut donner. Est-ce qu'ils en ont tiré trop? Je ne sais pas. C'est à chacun de se positionner, parce que là, on n'entre plus dans le domaine de la réflexion, mais dans celui des valeurs. Personnellement, je ne pense pas que ce soit trop. Mais je pense que c'est certainement très très proche du bord de la falaise que je vous décrivais précédemment. Ça n'est pas propre aux sciences. Voilà un exemple qui a fait un certain bruit en Belgique. Imaginez que demain, Radio-Canada annonce tout d'un coup, interrompt ses émissions pour annoncer que le Québec a fait sécession. Avec des envoyés spéciaux, avec des reportages sur place, etc., etc. C'est ce qui s'est passé en Belgique. Et puis au bout d'une heure, ils ont dit non, non, c'est une fiction. Mais c'était le seul moyen d'amener les gens, parce que quand on fait des débats, des tables rondes, les audiences chutent, tout le monde s'en fiche. C'était le seul moyen d'amener les citoyens à se poser la question. Vous voyez là cette question de la problématique du sensationnalisme pour acheter de l'attention. Et les justifications, certes j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais il fallait créer un espace de surprise, etc., etc., pour attirer l'attention du téléspectateur. Est-ce qu'ils sont allés trop loin? À vous d'en juger. Mon choix personnel est oui, mais chacun est à même de se situer par rapport à ça. Ce sur quoi je voudrais simplement insister, c'est que c'est la même logique. Condamner le sensationnalisme, bêtement, de façon primaire, sans réfléchir au fait que le sensationnalisme, entre guillemets, est sans doute une des conditions d'un dialogue social qui dépasse la classe la plus cultivée de la société, est un problème qui mérite mieux que ça. Venons-en au second grand problème de la vulgarisation. L'approximation. Ben ça, au moins, c'est pas bien, l'approximation. On est d'accord? On va prendre un exemple qui est un exemple vécu. Quand dans ma première vie, j'ai été journaliste scientifique. Ça, c'est des notes de reportage.
Plus exactement, c'est un fax que m'avait envoyé le gars et complété dessus par les notes. Les mots en français sont de moi, les mots en anglais sont de lui. Ça représente, c'est pas très séduisant, hein, c'est le quotidien d'un vulgarisateur. Ça représente des chambres à vide, le moyen de faire de l'ultra-vide, du vide aussi vide, voire plus vide que le vide de l'espace. Et je me suis fait bien expliquer. Et à partir de ça, on a tiré ceci. Et ma foi, j'avais le sentiment que c'était plutôt du bon boulot. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ce que je fais est plutôt du bon boulot. Mais le chercheur, lui, il était triste dans son cœur et il n'a pas manqué de me le faire savoir. Pourquoi est-ce qu'il était triste? Je crois qu'il a dit c'est pas sérieux. Si, je suis vachement sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'il était triste? Parce que j'avais remplacé son système très sophistiqué de chauffage à induction par des résistances que j'avais manifestement prélevées dans un grille-pain. Et j'avais remplacé ces électrovannes à commande numérique par de la robinetterie en cuivre. Quelque part, ça le gênait. D'où les mots, c'est pas sérieux. Le problème étant que mon job était, et toujours d'ailleurs maintenant en tant que professeur, mais il l'était tout autant en tant que journaliste, de signifier, c'est-à-dire de faire sens. Vous savez qu'étymologiquement, l'enseignant, insignere, c'est celui qui montre les signes. Je ne sais pas signifier une électrovanne à commande numérique. Mais je sais signifier qu'un circuit se ferme ou s'ouvre. Pour ça, je mets un robinet.